Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Je ne vais pas vous faire de discours. Je vais vous parler avec le cœur. Au fond, c'est aujourd'hui ici que les choses commencent vraiment. Et nous allons les faire ensemble. Hier, j'ai donc annoncé ma décision de me porter candidat à la présidence de la République. Ça n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Ça n'est pas une décision qui s'improvise. Et je sais la gravité du moment que nous sommes en train de vivre, de la période que traverse notre pays, la gravité des crises qui nous touchent, des transformations qui sont à l'œuvre. Et je sais aussi tout ce que cette décision, au fond, implique pour vous toutes et tous qui m'accompagnez et pour moi. Je l'ai prise parce que je suis persuadé d'être prêt. Et je sais que nous sommes prêts. Et je sais que le pays est prêt. Parce que ce que nous sommes en train de vivre en France, depuis tant et tant d'années et qui s'accélère, c'est un grand bouleversement, une grande transformation qui non seulement nous a fait sortir d'un monde ancien où nous avions construit nos représentations, nos certitudes, et qui nous a plongés dans le XXIe siècle. Et nous avons au fond deux choix. Celui de refuser ce changement, de fermer les yeux. Le choix de la haine que certains proposent, du repli, de la fermeture des frontières, du retour à un monde d'avant qui n'a jamais vraiment existé, bien la petite musique, celle qu'on a toujours connue, celle de l'alternance, des petits ajustements, des arrangements, de celles et ceux qui se connaissent et tiennent un système politique dans lequel, au fond, on vit plutôt pas mal. La première solution ne répond en rien à nos défis. Elle détruira le pays. Mais nous devons en convaincre chacune et chacun de nos concitoyens. La deuxième solution, elle prendra plus de temps, mais elle amènera aussi à l'échec. Et donc je me refuse à la situation, au fond, de haine dans laquelle le pays est plongé, de division, parfois aussi, on peut le dire, d'oubli, de laxisme, de cette pensée que tout pourrait continuer comme ça a toujours été. Je veux, ensemble, à partir d'aujourd'hui, que nous portions la voix de l'espérance, que nous incarnions l'espérance partout sur nos territoires. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire être naïf, considérer que les difficultés ne sont pas là. Ça veut dire d'abord être lucide. Je ne connais pas d'espérance qui se construit sans lucidité d'abord.
Parce que le discours de haine se construit, lui, sur le mensonge. Parce que le discours, au fond, du « on a toujours fait comme ça », se construit, lui, sur la volonté de ne pas voir. Donc nous devons regarder de face la situation du pays, la regarder et l'étreindre, la regarder en aimant ce pays, parce que c'est notre pays et que nous voulons le changer. Et portez l'espérance, mes amis. Ne vous trompez pas. Ce ne sera pas facile. Il y aura des attaques. Et elles ont commencé. Il y aura des colibés. On les a depuis le premier jour. Regardez-vous. Vous êtes un mouvement qui n'existe pas. Un mouvement numérique. Vous êtes face à un homme seul, qui a lui-même des lubies. C'est ça ce qu'on dit depuis des mois et des mois. Alors répondez-leur. Est-ce que je suis seul ? Alors répondez-leur. Est-ce que nous pouvons changer le pays ? Mais nous ne le changerons pas avec les vieilles recettes. Nous ne le changerons pas en allant expliquer à nos concitoyens qu'au fond, il faudrait maintenant non plus travailler 35 heures, mais 39 heures par semaine, parce que les lois peuvent déterminer de tout dans le pays. On ne le changera pas en expliquant aux gens qu'il faut transformer notre état de droit du jour au lendemain, qu'il faut plonger le pays dans une guerre civile et le fracas, parce qu'on a désigné un ennemi à l'intérieur, l'étranger ou le musulman ou que sais-je. On ne le changera pas en stigmatisant les plus pauvres, les plus nécessiteux, ceux qui n'ont pas réussi. Donc oui, la voie que nous avons choisie est sans doute la plus dure. C'est un chemin de crête. Il y aura des embûches. Il y aura des jours de doute. Il y aura des attaques. Mais dans un chemin de crête, on se doit une chose, c'est toujours d'être en altitude. C'est toujours de regarder haut, de penser haut, de vouloir haut et loin pour notre pays, parce que c'est bien d'un cap, d'une volonté inflexible dont notre pays a besoin, celle enfin de réussir, celle de regarder devant, celle d'avoir cet optimisme de la volonté qui nous porte, mes amis. Et cela, rien ne l'arrêtera. Alors oui, nous sommes dans un monde qui se transforme profondément. Et ces grands bouleversements nous inquiètent. Ces grands bouleversements nous font peur et parfois nous divisent. Notre pays est bloqué depuis, et vous le savez bien, plusieurs décennies. Et je n'attaque personne, parce que notre combat n'est pas le combat contre un tel ou un tel. Mais nous n'avons pas réussi à réparer notre pays de la fin des 30 Glorieuses. Nous n'avons pas réussi, en France, à répondre aux défis du chômage de masse, d'une société qui n'arrive plus à intégrer et qui se divise. Et notre monde se transforme et s'accélère chaque jour, avec cette révolution numérique qui vient menacer des emplois, transformer des habitudes, des façons d'innover, de produire, de se comporter, mais qui en même temps offre d'autres opportunités. Avec une révolution énergétique et environnementale qui, elle aussi, transforme profondément nos habitudes, donne plus de moyens sur le terrain à celles et ceux qui veulent faire, s'organiser, et qui en même temps nous conduit à revoir en profondeur des choix productifs qui ont été les nôtres pendant des décennies. Le travail change, la façon que nous avons de nous organiser change, la vie dans nos entreprises change. Il y a aussi les risques géopolitiques et extérieurs
dont nous connaissons toutes les conséquences. Le terrorisme, qui a plongé notre pays dans la peur. Les migrations, qui ont plongé l'Europe dans la division. Et face à toutes ces transformations et à tous ces défis, nous avons une obligation, c'est d'agir, de faire, non pas pour essayer de réparer, non pas pour essayer de reconstruire un monde qui n'est plus. Non, nous avons l'obligation ardente de construire un monde nouveau, où chacune et chacun peut trouver sa place et doit trouver sa place, où il sera permis de réussir, où la cohésion de notre société se fera en refondant, en réinventant nos propres organisations, en réinventant ce qui nous fait, ce qui nous constitue, en ne renonçant en rien à nos valeurs, à nos principes, à notre ambition d'universel, à notre solidarité et notre fraternité, mais en étant profondément courageux, ambitieux, neufs, dans notre capacité à trouver de nouvelles organisations, à inventer ce nouveau modèle. C'est cela, la révolution que nous devons conduire aujourd'hui. Et c'est cela, la révolution démocratique que j'appelle de mes vœux. Alors oui, venir ici, dans votre belle région, venir au Pen Mirabeau, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, ça n'est pas innocent. Parce que c'est venir dans une terre de symboles, forte de son histoire. Parce que nous ne réussirons pas ce combat sans renouer avec le fil de notre histoire millénaire. On ne va pas inventer un monde nouveau, sorti de nulle part. Nous allons simplement chercher à nous montrer dignes de notre histoire. C'est cela notre combat. Et ici, dans ces terres, vous savez ce qu'est la place de l'histoire. Dans cette capitale phocéenne, dans ce lieu chargé de conquête, de culture, vous avez mené ces batailles et vous les avez réussies. Et venir ici, ça n'est pas non plus un hasard, parce que tous les défis de la société française, nous y sommes plongés. Et au fond, le choix que j'évoquais est ici posé. S'unir, réussir avec des visages multiples, à construire la croissance, le progrès, la liberté de chacune et chacun, de prendre la mer et de s'ouvrir à la Méditerranée, ce qui est notre destin. C'est la seule vision qui portera votre ville et votre département vers le large, fidèle à son histoire. Mais que tous ceux qui vous promettent de le renfermer derrière des barbelés ou des forteresses, ou de se tourner vers la terre, ou de rejeter d'autres, que cela, nous les battions, que cela, nous gagnions contre eux, que cela, nous ne leur permettions jamais de prendre le pays, de prendre nos terres. Parce que oui, c'est un vrai défi de civilisation qui nous est aujourd'hui posé. Et la victoire à laquelle nous devons aller, c'est pas seulement une victoire politique, ça n'est pas seulement une victoire qui serait économique ou sociale. C'est la victoire, au fond, de notre République, de notre histoire, des valeurs que nous portons. C'est cela la bataille que nous allons mener ensemble. Parce que vous êtes une terre d'ouverture, parce que ce pays a besoin d'ouverture, parce que ce pays ne peut exister, réussir notre pays, qu'en s'inscrivant entièrement, résolument dans le monde et en l'emportant dans ces terres de Méditerranée. Qui peut être fier aujourd'hui de voir des femmes et des hommes venant d'autres rives périr? Qui peut accepter le discours que certains tiennent de haine, de division, au fond qui consisterait à dire que nous ne partageons même plus la même humanité?
pas moi, pas vous. Nos valeurs ont un sens. C'est ce qui nous a fait. Et cette révolution démocratique, nous allons la construire ensemble durant les semaines et les mois qui viennent. Et nous allons la construire autour de notre détermination, d'un projet pour le pays et de nos valeurs. Ce projet, il s'appuiera d'abord sur le travail. Et oui, je vous le dis, la première chose que nous devons porter, défendre, c'est le travail. Parce que c'est ce qui tient notre société. Parce que c'est ce qui tient notre société. C'est par le travail que chacune et chacun s'émancipe, trouve sa place dans la société, construit sa liberté. Et moi, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un quart de notre jeunesse ne trouve pas d'emploi. Je n'accepte pas qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, parce qu'on a un prénom ou une adresse, on ne trouve même pas d'entretien d'embauche. Je n'accepte pas qu'aujourd'hui, alors qu'on est bardé de diplômes, parce qu'on a un handicap ou une maladie, on ne trouve pas non plus un emploi. Mais je n'accepte pas davantage que lorsqu'un agriculteur se lève chaque matin à 4 heures ou 5 heures, ne connaît pas un jour de trêve, il ne puisse pas vivre de son travail. Je n'accepte pas davantage qu'un commerçant ou qu'un artisan, qui lui aussi ne connaît pas le répit, a pris tous les risques et peut tout perdre, ne puisse plus vivre de son travail bien souvent, sous le poids de ses charges et de ses contraintes. Et je n'accepte pas davantage que trop de salariés vivent dans la crainte du licenciement, parce qu'ils ne peuvent plus rebondir. Parce que notre système est un système où, au fond, pour l'employeur comme pour l'employé, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit d'arrêter, nous n'avons pas le droit de changer, parce que notre système s'est refermé, s'est cloisonné, s'est momifié. C'est cela, la réalité de notre pays aujourd'hui. Et donc, permettre à chacun de vivre de son travail pour choisir sa vie, ça veut dire, justement, reconnaître le caractère fondamental de cette valeur. Et ça veut dire aussi agir, très concrètement, contre les discriminations, en allant beaucoup plus loin, en pénalisant, en vérifiant, en testant. Ça veut dire aussi avoir une véritable politique d'ouverture de notre marché du travail, où il y a, au fond, moins de normes et plus de liberté. Une capacité laissée aux acteurs de trouver les bonnes décisions au plus proche du terrain, dans l'entreprise, au niveau de la branche, et non pas tout définir par la loi. Permettre à nos concitoyens de vivre de leur travail, ça signifie leur faire confiance. Protéger ceux qui ne peuvent pas choisir, mais laisser au dialogue social dont on parle tant sa place, la vraie, la possibilité de trouver des accords sur le terrain et non pas d'aller faire de la politique et de prendre des grandes décisions nationales qui bloquent tout et qui sont inadaptées selon les secteurs, selon les territoires et selon les situations. Parce que vous savez, je crois qu'en la matière,
comme dans beaucoup de choses. Notre pays a besoin de bon sens. Ça ne coûte pas cher, ça ne s'impose pas par la loi, ça ne se décrète pas. Mais chacune et chacun d'entre vous, au quotidien, essaie de l'appliquer à sa vie. Et c'est cela que je propose. Ça veut dire oui, que si nous voulons restaurer la place du travail, nous devons aider celles et ceux qui entreprennent, qui créent, qui prennent des risques, qui échoueront peut-être, et ça ne sera pas grave. Nous devons aider à trouver des emplois. Là aussi, grâce à l'adaptabilité, aux flexibilités que nous construirons au plus proche du terrain. Mais également en faisant que notre modèle social, comme on en parle souvent, que nos protections ne soient plus simplement financées par le travail. Parce que dans un monde où tout se numérise, dans un monde où les transformations sont majeures, on ne peut pas demander de financer des grands risques partagés par tous uniquement sur le travail. Et donc oui, ça veut dire que nous devons, là aussi, affronter la réalité. Nous devons revoir une organisation sociale et économique qui a été construite merveilleusement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous ne sommes plus au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mes amis. Et donc il nous faudra du courage. Il nous faudra avoir la même exigence, la même vision que ceux qui ont fondé notre État-providence. Parce que vouloir le travail, c'est aussi vouloir des protections, des sécurités. On ne peut prendre des risques, on ne peut libérer des énergies que si, dans le même temps, on se préoccupe des plus faibles et des plus fragiles. Que si, en même temps, on regarde toutes les inégalités qui sont à l'œuvre dans notre territoire. On ne libérera pas notre pays si, en même temps, on ne protège pas tous ceux qui ne peuvent pas participer à cette aventure. Et ça aussi, c'est notre devoir. Et pour ce faire, nous devons là aussi revisiter des réflexes que nous avons parfois eus, revisiter nos habitudes, nos automatismes. Nous devons faire plus pour ceux qui ont moins. Parce que, bien souvent, nous appliquons de manière uniforme les mêmes règles. Bien souvent, nous appliquons dans tout le pays, pour toutes les situations, les mêmes décisions. J'arrivais ce matin à Marseille et j'ai vu des enseignants qui se plaignaient, révoltés, de ne pas avoir dans un lycée de quartier difficile les moyens de faire. Ils ont raison. Parce qu'on ne peut pas demander à l'école de corriger les inégalités de la vie en ayant les mêmes contraintes sur tout le territoire, en ayant les mêmes règles, en ayant les mêmes financements, en ayant la même organisation. Ça n'est pas vrai. Lorsque vous venez d'un milieu favorisé ou d'un quartier qui vit bien, vous n'avez presque plus besoin de l'école. Vous savez bien souvent déjà lire et écrire en arrivant en CEP. Vous savez bien des choses et l'école vous accompagne. Lorsque vous venez d'un quartier défavorisé, d'un milieu pauvre, il paraît qu'on ne prononce plus ce mot parce qu'on ne nomme plus la réalité. Lorsqu'on vient d'une famille avec des parents issus de l'immigration qui ne vous ont pas appris les mêmes choses, qui n'ont pas le même vocabulaire, on ne peut pas avoir le même début de scolarité. On n'apprendra pas pareil
à lire, à écrire et à compter. C'est simplement la vérité de dire cela. Et donc oui, si aujourd'hui, un élève sur 5 ne sait pas lire, écrire, compter en CM2, c'est qu'il y en a 1 sur 2, et parfois 2 sur 3 dans certains quartiers ou dans certaines écoles qui sont dans cette situation. Et donc oui, dans ces écoles, il faut laisser aux enseignants la possibilité de faire plus librement, d'avoir des méthodes plus adaptées. D'enseigner différemment, de dédoubler les classes, et même peut-être davantage. Parce que si on ne corrige pas cette inégalité de départ, rien ne sert de parler la main sur le cœur de l'égalité comme un principe républicain. Parce que oui, je vous le dis sur ce sujet comme pour tant d'autres, nos concitoyens n'en peuvent plus d'être au fond prisonniers, soit de la bien-pensance, de tous ceux qui rappellent les principes, mais qui ne font jamais rien, qui ne veulent plus qu'on nomme la réalité. Soit de ceux qui les dénoncent, mais pour dire qu'il faut tout casser, qu'il faut exclure, qu'au fond le problème c'est l'autre, ça n'est pas nous. Corriger les inégalités et s'occuper des plus fragiles, c'est aussi avoir des sécurités dans notre monde qui vont avec ces changements. J'y reviendrai dans le détail, mais oui, ça veut dire continuer comme nous le faisons, sans rien renoncer à notre exigence de la maladie comme de la vieillesse, parce que c'est fondamental. Et j'ai entendu bien souvent des retraités les plus modestes se plaindre de ce qu'ils ont pu subir, parce que, là aussi, on a appliqué les mêmes méthodes pour tout le monde, les mêmes décisions. Lorsqu'on vit avec le minimum vieillesse, ou avec une retraite minime, qu'il n'y a plus de revalorisation possible, on ne peut pas subir les mêmes décisions fiscales, on ne peut pas subir les mêmes choix. On doit être protégé parce que c'est le devoir de la société. Et pour ce faire, pour justement protéger les plus faibles, nous devons produire. Parce que là aussi, tous ceux qui vous promettent un monde meilleur, sans vous expliquer comment on recréera de la valeur dans notre pays, des emplois, de la richesse, pour pouvoir ensuite les redistribuer, demandez-leur la solution. Moi, je ne la connais pas, et je ne l'ai pas. Et pour produire dans notre pays, il nous faudra conduire des réformes courageuses. Pour libérer l'emploi, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec, au fond, plus d'adaptabilité, de flexibilité sur le terrain, avec une liberté rendue aux entreprises et aux branches pour s'adapter aux chocs, avec des marges qui seront restaurées, parce que nos risques ne seront plus financés sur le travail, et avec de l'investissement qui doit être relancé, qu'il soit public et privé, parce que c'est l'investissement qui est au cœur de notre capacité à réussir ce défi. Nous avons longtemps, en France, préféré protéger ceux qui avaient déjà. Nous avons longtemps préféré protéger les statuts, ceux qui étaient déjà dans un emploi, dans des contrats établis. Et c'est leur gloire, c'est leur force. Mais le système ne peut pas tout entier tourner autour de cela.
Nous avons préféré protéger, au fond, ceux qui étaient déjà autour de la table, plutôt que de favoriser ce qui tirera notre pays de l'avant, c'est-à-dire la création d'emplois et l'investissement, qui doivent être nos deux moteurs. Alors, je pourrais vous parler de tant d'autres choses ce soir. Je pourrais vous parler de notre nation inquiète face aux défis de l'intégration, à l'obsession religieuse, à la menace. Notre nation inquiète qui risque de se fracturer dans les semaines et les mois qui viennent. Et face à ce défi, notre devoir à nous, les progressistes, c'est d'être exigeants et lucides, d'être exigeants et généreux. Exigeants en ne cédant rien de nos principes, en combattant toutes celles et ceux qui s'attaquent à la République, toutes celles et ceux qui viennent la menacer dans certains quartiers, dans leurs discours, ou en considérant au fond que leurs principes, leur religion, leurs valeurs valent mieux que la République. Cela n'a pas cours dans notre République et sur notre territoire. En étant exigeants et en défendant notre laïcité, non pas une laïcité fantasmée ou réinventée par certains qui deviendrait de la haine. La laïcité de 1905, et pas plus, qui est d'abord et avant tout une liberté. Et l'exigence, c'est aussi celle qui consiste à protéger, en redonnant des moyens à nos forces de police, de gendarmerie, à notre justice, pour qu'elle puisse traiter les affaires qui lui sont soumises. Pour que sur le terrain, partout où c'est nécessaire, lorsque le risque advient, lorsque l'insécurité s'empare d'un quartier, d'une ville, l'action puisse être rapide, efficace, parce que c'est ce que veut justement notre pays, parce que c'est ce que nous attendons. Et ça n'est qu'une question de moyens. Là aussi, ne confondons pas tout. Nous avons changé des dizaines de fois notre code de procédure pénale durant les dernières années. N'allons pas inventer de nouvelles lois, mais soyons pragmatiques. Donnons les moyens à nos forces de police, à nos forces de gendarmerie, à notre justice de fonctionner, de faire, d'appliquer la loi de manière intraitable, mais telle qu'elle est. En lui donnant un cap, en rappelant le rôle et nos exigences, en lui donnant de la visibilité sur 5 ans au moins. Mais en même temps, cette nation ne se tiendra elle-même qu'en étant généreuse. Si nous nous refermons sur nos propres fractures, si nous nous refermons sur nos différences, nous ne sommes alors plus à la hauteur de notre histoire. Nous ne sommes alors plus, au fond, dans le droit fil de ce qui constitue notre pays. Une nation généreuse, ça n'est pas une nation qui ne respecte pas ses engagements les plus fondamentaux, celui du droit d'asile. Et aujourd'hui, en France, j'entends trop de voix qui s'élèvent, jouant sur les peurs, pour refuser les responsabilités qui sont les nôtres. Un réfugié qui demande l'asile, c'est une femme ou un homme qui risque sa vie, qui a traversé cette mer, notre mer, la Méditerranée. Pour vivre sa vie avec sa famille, pour ses idées, pour sa liberté. Mais combien d'entre vous ont eu des pères ou des mères qui ont mené ces combats? Combien d'entre vous, à l'étranger ou en France, avez-vous eu de parents qui ont mené ces combats? Nous sommes dans un pays, notre pays, qui a su faire citoyens des étrangers parce qu'ils participaient à nos valeurs.
Nous sommes dans un pays, mes amis, qui a su faire députés, représentants de la République, des femmes et des hommes qui étaient étrangers parce qu'ils défendaient nos valeurs. Alors, ne confondons pas tout. Il y a une exigence à avoir, mais il y a une dignité à porter. Parce que la France n'existe qu'ouverte. Enfin, vouloir la France, parce que c'est cela que nous voulons, c'est cela que nous portons. Vouloir la France, c'est la vouloir ouverte, c'est la vouloir conquérante. C'est la vouloir au monde, dans le monde. C'est la vouloir dans l'Europe. Et nous en avons besoin. Je n'entends plus dans les discours politiques aujourd'hui parler d'Europe. Tout le monde l'a oublié. On ne s'en souvient qu'au fond pour dire que le coupable serait à Bruxelles. Oubliant, ce faisant, que Bruxelles, c'est nous. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons voulu. Ce sont précisément des grands décideurs politiques qui, alors que tout devait nous enfermer dans la haine, dans le repli, après 3 guerres, ont décidé de faire, de dépasser cela. Ils ont décidé de rêver et ils l'ont fait. C'est cela l'Europe. Alors pour avancer, nous avons besoin d'une France forte, d'une France qui produise, d'une France qui se soit réformée, d'une France qui soit crédible. C'est le préalable. Point n'est besoin d'aller demander à nos partenaires de faire l'Europe si nous ne sommes pas là. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons besoin de recréer cette Europe souveraine, solidaire et démocratique, qui est le sel de sa promesse. Et nous l'avons perdue. Et je veux que dans les prochains mois, le projet que nous allons ensemble construire soit aussi un projet pour l'Europe, soit aussi un projet qui permettra de convaincre nos partenaires que nous allons de l'avant, mais en leur demandant leur part, en leur demandant aussi de croire avec nous dans une Europe à nouveau conquérante, qui protège ses industries, qui protège son secteur énergétique, son numérique, ses citoyens, et qui veut encore conquérir le monde. Une Europe pleinement démocratique qui construira son projet avec les citoyens de ce continent. Et une Europe qui aura retrouvé le goût de l'avenir, c'est-à-dire elle aussi de l'investissement. Parce que l'Europe peut investir bien davantage. Et c'est cette voie aussi que nous devons porter. Vous le voyez, ce que nous allons ensemble construire durant les prochaines semaines et les prochains mois, c'est un projet pour notre pays. Non pas des mesures techniques, non pas des milliers de propositions qui sont au fond simplement là pour animer le jeu médiatique pendant la campagne et ensuite ne jamais être exécutées. Quiconque prétend devenir président de la République n'a pas vocation à diriger tous les bureaux d'administration centrale de notre pays. Parce que ce qui est essentiel avant tout, c'est d'avoir une vision commune, celle que nous partageons, celle des progressistes, et d'avoir un plan clair, résolu, révolutionnaire, qui ne propose pas d'ajuster, qui ne liste pas des petites corrections, qui donne un cap. C'est cela que nous allons construire.
J'entends tellement de partis qui nous accablent, de droite et de gauche, justifiant chaque jour le fait que nous dérangeons, qui se divisent, mais ils ne se divisent pas sur telle ou telle proposition. Ils se divisent simplement sur une vision de la société. Vous avez aujourd'hui, au sein des mêmes partis, des femmes et des hommes qui ne pensent pas la même chose de l'état de droit, qui ne pensent pas la même chose de l'Europe, qui ne pensent pas la même chose des inégalités, qui ne pensent plus la même chose de l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ces partis? Ils n'existent plus! Les débats des primaires dont on nous parle tant, il paraît qu'il y en a un ce soir même. Ce ne sont pas des débats sur des petites propositions ou des petits désaccords. Ce sont des débats entre des femmes et des hommes qui ne partagent plus le même projet pour le pays, la même vision du pays, qui ne veulent pas le même pays. Et je vous rassure au fond, ce sont surtout des débats de syndics de copropriété. Parce qu'ils cherchent à trouver les moyens de s'organiser pour que, quoique n'ayant absolument plus rien à dire ensemble sur le pays, au moins les intérêts financiers et ceux du parti soient bien défendus. Alors, je vais vous rassurer, c'est un problème de riches qu'ils ont. Nous ne l'avons pas. Donc, nous n'allons pas faire de primaire des progressistes. D'abord parce que il y en a des milliers et des millions. Et d'abord parce que nous n'avons pas d'arrangement à trouver, puisque nous n'avons pas d'argent à distribuer. Ça simplifie les choses, mais ça va nous permettre d'avancer. Ensuite, parce que nous tous et toutes, nous pouvons avoir des désaccords. Nous en aurons sur telle ou telle chose. Je reçois vos messages, je les lis. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je les entends. J'entends les colères dans le pays, les désaccords. Donc, nous aurons des différences. Nous aurons des désaccords. Mais nous avons construit notre projet politique sur l'essentiel. Et donc nos valeurs, nos objectifs, notre cap, que j'ai encore rappelé aujourd'hui, nous le partageons. Et c'est cela le plus important. C'est ce qui nous rend absolument, absolument, non seulement cohérents, mais invincibles. Et parce que cette révolution démocratique que je veux conduire pour le progressisme, je veux la conduire avec vous, mes amis. Parce que ça ne se fait pas seul. Je veux la conduire avec vous, c'est-à-dire les plus de 100 000 adhérents d'En Marche depuis hier soir. Je veux la conduire avec vous et vos histoires. Ceux qui viennent de la gauche et qui ont eu des engagements, qui vont avec leur vie, ceux qui viennent du centre, ceux qui viennent de la droite, ceux qui viennent des Verts, peu m'importe. Et ceux qui ne se sont jamais engagés jusqu'alors, qui sont dans cette société vibrante qui est la nôtre, dans ce pays, et qui veulent croire
non pas dans les partis politiques, qui veulent croire dans la vie civique et dans la dignité de celle-ci, qui veulent croire dans l'engagement qui nous réunit. Alors cette révolution démocratique, ce sera le projet que dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons ensemble bâtir et proposer aux Français. Ce sera ce projet d'avoir un cap commun pour emmener le pays vers cette réconciliation de la liberté et du progrès. Ce sera ce projet pragmatique de rendre le pouvoir à ceux qui font, dans l'État, hors de l'État, de déconcentrer les choses, de donner le pouvoir à toutes celles et ceux qui veulent prendre leurs responsabilités, qui veulent changer le monde, qui veulent faire notre pays. Parce que ce pays, notre pays, n'a jamais été fait par un homme, par une femme. Il a toujours été construit par l'énergie du peuple français. Et le peuple français n'en peut plus de ces divisions inutiles. Et le peuple français n'en peut plus de la langueur qui s'est installée. Et le peuple français, il n'a jamais été vers la haine. Il a toujours connu ce sursaut, ce réveil, cette volonté d'aller de l'avant. Alors mes amis, à partir d'aujourd'hui, la bataille qui commence, c'est une bataille qui ne finira qu'en mai 2017. C'est une bataille pour faire gagner nos idées, mais avec elles pour faire gagner le pays. Parce que le projet qui est le mien pour vous, ça n'est pas de rassembler la gauche, ça n'est pas de rassembler la droite, c'est de rassembler les Françaises et les Français qui se retrouvent dans nos valeurs, dans notre histoire, dans notre volonté, non pas d'aller vers la haine, non pas d'aller vers le rejet, mais d'aller vers l'avenir, de retrouver ce goût de l'avenir qui nous a toujours portés, de retrouver cette ambition commune, notre fierté. Alors oui, je n'aurai pas réponse à tout, je me tromperai sans doute, vous douterez peut-être, mais oui, nous y arriverons. Parce que cette énergie, c'est la vôtre. Parce que cette détermination, c'est la vôtre. Et parce que, mes amis, parce que la décision que j'ai prise hier, avec vous, c'est une décision de porter votre énergie, de porter votre volonté, de porter celle du peuple français, mais jamais de ne le faire seul. Et toujours, avec sincérité, conviction et détermination, d'aller au bout de ce combat auquel je donnerai tout. Vive la République et vive la France! Merci à vous. Merci à vous. Attention, micro ouvert. Merci à vous. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Je voulais vous remettre à poser.